Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que des numéros Agile. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'accueille la reine du monopole personnel. C'est quelqu'un qu'on voit tout le temps sur LinkedIn. Et elle interagit sur les posts de tout le monde, elle soutient tout le monde. Et elle veut faire du monopole personnel, son nouveau lifestyle, comme on dit. Donc, Delphine, est-ce que tu veux te présenter brièvement ? Je veux bien. Déjà, salut, merci beaucoup pour cette demande et je suis très contente d'être là. Donc, je vais respecter l'exercice et pas trop parler. Ça, c'est notre private joke. Qui je suis ? J'ai vécu plein de vies professionnelles. Au départ, j'avais l'intention de faire de la politique et de vrai pour le bien commun et l'intérêt général. Donc, j'ai fait Sciences Po, je pensais faire l'ENA. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu que ça me correspondait pas trop. Et il a fallu que je réfléchisse à ce que je voulais faire, sachant que c'était vraiment ma mission. Je voulais vraiment faire ça. J'ai passé la grecque, j'ai été admissible 2 fois et au final, j'ai vu que ça ne me correspondait pas complètement non plus, parce qu'il y avait un endroit d'austérité qui ne me correspondait pas, mais il a fallu que je le voie. J'ai fait un DEA d'épistémologie économique, j'ai commencé une thèse en sociologie économique et là, pareil, j'ai vu qu'effectivement, le monde de l'université ne me correspondait pas. Donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un problème. J'arrive pas à trouver mon groupe. Je suis rentrée dans le monde de l'entreprise par hasard, parce que c'était pas l'endroit où je voulais aller. J'étais hyper service public. Donc, le monde de l'entreprise, je le voyais négativement. J'avais quelques préjugés. Je suis rentrée dans l'IT par hasard. Rapidement, je suis devenue chef de projet et je me suis régalée. C'est une mission que j'ai adorée. C'est un métier que j'ai adoré, puisque c'était du management fonctionnel finalement, et c'était une façon de mener toute une équipe vers un objectif. En plus, j'étais souvent prestataire de service, donc j'avais cette mission de satisfaire le client qui est hyper importante pour moi. Donc, je retrouvais ma notion de service public au final. Tu vois, j'ai transposé ça. Et à un moment, j'ai eu la possibilité de devenir directrice de cabinet d'un des vice-présidents d'IBM, qui était en charge du business développement, qui était à l'époque le numéro 2, en gros, d'IBM, quoi. Et là, c'était une mission incroyable. C'était génial. Déjà, c'était hyper exigeant, hein. C'était hyper intéressant parce que, en plus, au niveau business développement, il y avait des sujets incroyables qui étaient développés. L'équipe, c'était que des cadors. Je faisais les meetings, je me régalais, j'apprenais trop de choses. C'était extraordinaire. Il y avait vraiment quelque chose qui était hyper puissant et en même temps qui était très compliqué. Il y avait beaucoup de politique, il y avait beaucoup d'enjeux. Et là, j'ai découvert les rouages de la grande entreprise. En plus, c'est IBM, hein, donc c'est pas la petite grande entreprise, c'est la grande entreprise. Et suite à ça, je suis devenue responsable de compte, parce que l'idée, c'était de toute façon de faire cette mission temporairement et d'aller vers un poste prestigieux. Donc, j'ai été identifiée comme top talent, donc j'étais parmi les chouchous d'IBM à l'époque. Et je suis devenue responsable de compte avec une personne. Et là, ça a été le début de la fin de cette vie professionnelle, parce que pour plein de raisons, j'étais pas très bien entourée, j'étais un peu perdue. Malgré toute la motivation du monde et l'envie de bien faire et ce côté loyal, à l'écoute, toujours envie de bien faire, j'étais complètement perdue. J'étais pas très aidée par mon binôme. Et finalement, il s'est passé que j'ai fait un burn-out. En fait, je m'en suis pas rendu compte, hein, évidemment, comme beaucoup de gens. J'étais pas bien. Ça a été une descente progressive et à un moment, j'ai été en arrêt maladie. Et je raconte malheureusement souvent que le jour de mon retour d'arrêt maladie, j'ai été reçue par ma manager qui était ma mentor de carrière chez IBM et mon ancien manager qui était mon N+2, qui m'ont dit « Tu reviens d'arrêt,
En gros, considère que tu n'as plus de poste aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas mentionné le fait que je revenais d'arrêt, mais c'était mon premier jour de retour d'arrêt. Je précise que j'avais demandé à revenir parce que je voulais retourner travailler. Donc, comme beaucoup de gens qui veulent retourner travailler parce qu'ils veulent continuer leur mission. Et ce jour-là, j'ai eu cette annonce qui a été un peu radicale et qui m'a amenée 1 an plus tard à partir et à changer de vie encore une fois. C'est ma spécialité. Et là, j'ai mis un peu de temps à savoir ce que je voulais faire. J'ai vraiment pris ce temps-là. De toute façon, j'avais pas le choix. Le temps de la reconstruction. Et progressivement, j'en suis arrivée à faire du consulting auprès de personnes qui étaient freelance. Je suis devenue aussi l'associée de quelqu'un qui était devenu mon coach. Progressivement, on a créé une société en fait où on a fait du coaching de dirigeants et de la formation en entreprise et notamment de la formation de managers parce que c'est un sujet qui nous touchait. Et là, pareil, cette vie professionnelle-là s'est arrêtée. On dirait que c'est une serial arrêteuse de vie professionnelle. Et là, depuis, allez, on va dire un peu plus de 6 mois maintenant, j'ai développé un nouveau business qui est d'accompagner finalement les personnes qui ont la même vie à peu près que moi. Donc cette vie chaotique dans laquelle on est obligé de construire un business qui nous ressemble parce que finalement, c'est la seule chose qui compte pour nous et qui est très complexe parce que le message, c'est qu'on se cherche à travers nos vies professionnelles. Et cette volonté de créer du sens et créer de la valeur aussi pour les autres, c'est la mission que moi j'ai développée et c'est pour ça que je passe par le monopole personnel pour aider les entrepreneurs, souvent anciens cadres de grosses boîtes, à aller eux aussi vers ce chemin-là. Voilà, c'est une façon de résumer ce que je fais aujourd'hui. Ça marche. Waouh, ton parcours déjà, je pense qu'il va parler à beaucoup de monde. Et du coup, je vais te lancer sur un sujet un peu difficile Ouais. que je vois souvent parler sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. J'aimerais aborder avec toi la thématique de manager toxique. On parle beaucoup de management toxique, d'environnement toxique. On va rester sur la notion de manager toxique. Attention, on n'est pas là pour balancer des noms. Hein. Non, 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 bien sûr. J'ai une trame et je sais où on va aller. Ouais. Delphine, quand je te parle de cette notion-là, qu'est-ce que ça te parle? Écoute, moi, j'en peux plus. Tu le sais, je n'en peux plus. Je peux comprendre et c'est des choses qu'on voit et qu'on observe et qu'on a vécues. Mais faut arrêter de taper sur le manager parce qu'il est soit exemplaire et il est tellement idéal qu'il n'existera jamais, le pauvre. Il est condamné déjà dès le départ. Ou alors il est toxique, il est insupportable. Et en plus, comme ça fait du buzz et que ça fait du viral, évidemment que toutes les personnes qui n'ont pas vraiment de création de contenu solide vont aller vers ça. Allez, moi j'ai lancé mon truc. Je le pense sincèrement, c'est-à-dire que c'est la solution de facilité d'aller taper sur le toxique à chaque fois pour créer de l'engagement, créer du viral. Par contre, ce qui se passe dessous, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a des gens qui souffrent en entreprise et il est vraiment là le sujet. C'est pas le problème d'avoir un manager toxique ou c'est pas le manager, c'est toute l'entreprise qui a un problème. Et ce qu'on voit pas, c'est que ça se joue à plein d'endroits et que normalement, le management est à l'image de la culture d'entreprise. Si on tolère qu'il y a des endroits où le management va être, alors, toxique pour certains, en tout cas, néfaste ou problématique, ça veut dire qu'on laisse faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui est toléré. Ce que j'ai observé, par exemple, je prends un exemple. J'avais fait un audit auprès d'une boîte là en 2020. Juste avant le confinement, j'étais sur place et on devait aider à restructurer une partie de la société, à aider sur le management, etc. Il y avait plein de sujets. Et moi, j'étais dans les bureaux et plusieurs fois, j'entends des remarques complètement déplacées. Et une fois à table, le truc qui était incroyable, c'est tout le monde va manger ensemble. Donc, c'était bon enfant au départ. Puis j'entends ah, mais donne ton plat. Alors, je vais pas donner de prénom. Donne ton plat à Bidule. De toute façon, c'est une poubelle. Et là, je vois tout le monde qui rigole. Et je fais pardon. Je regarde le patron. C'est une PME qui fait quand même plusieurs millions. Je regarde le patron. Tout le monde rigole. Je me tourne vers les autres. Tout le monde rigole. J'ai dit OK, poubelle, quand même, c'est un peu fort. Mais non, mais de toute façon, c'est lui-même qui le dit, parce que, en fait, il finit les plats et tout ça et tout ça. Donc ça, c'est un truc qui m'a profondément choquée, parce que je suis hyper sensible à ce genre de mots, là, qui, sous couvert d'humour, sont intolérables, quoi. Et derrière, quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec tout le monde, j'ai dit, est-ce que vous vous rendez compte que quand vous arrivez à rigoler d'un truc comme ça, c'est que déjà, tout le monde a été trop loin. Mais finalement, tout le monde a toléré ça parce que ça faisait rire tout le monde. Cette prise de conscience, elle a mis du temps. Et à partir du moment où j'ai réussi à leur montrer quand même que ça ne se disait pas, ils ont vu qu'effectivement, il y avait un environnement qui était pas bon. Alors, si tu veux, là, la complexité, pourquoi je prends cet exemple, c'est que pour moi, ça, c'est un élément de toxique. C'est-à-dire un élément où tu positionnes les personnes, tu les rabaisses, tu te permets de l'humour sur des choses qui se disent pas, etc., etc., tu vois.
En plus, la personne, elle rigole, elle subit. J'ai pas réussi à savoir si elle comprenait c'était un peu humiliant ce qu'on était en train de lui dire. C'est ça qui est super compliqué. Et c'est pour ça qu'on peut pas ramener ce discours quelque chose qui est machin, il est toxique. Moi, je suis parfait. Non. Il y a une responsabilité collective. Il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qui ne se font pas en entreprise, mais comme partout dans la vie réelle. Quand je dis ça, ça veut dire plus côté perso. Il y a des choses qu'on tolère pas. Et c'est un peu, moi je t'avouerai que c'est là où je vais être pénible. Il n'y a pas que là où je suis pénible. De toute façon, on va le reconnaître quand même. Mais sur ça, ces mots-là, je les accepte pas. Jamais je vais les tolérer. Et je ne laisserai pas qui que ce soit dire un truc pareil parce que je trouve que en tant que dirigeant, si on entend ça, on devrait alerter tout de suite. Bref. Ouais, moi, le but de cet épisode-là, c'est de pas taper sur les managers. Comme tu l'as dit, c'est super dur. J'avais dit déjà dans un ancien podcast sur la culture d'entreprise. Des fois, tu passes manager, pas parce que tu as l'appétence, mais parce que c'est une forme de promotion et de montée en carrière. Et on va se dire les choses. Des fois, les gens, ils ont pas ça en ça. Ils sont pas passionnés pour montrer l'exemple aux personnes et les faire grandir. Et c'est super difficile. Et c'est encore plus difficile quand ton équipe est grosse et que tu es le manager d'une grosse équipe. On va dire, je sais pas, 40 personnes. C'est super dur. Du coup, comment tu penses je pense qu'il y a différents profils de managers. Enfin, où est-ce qu'on pourrait aller dans cette direction-là? Ouais. Il y a différents profils de managers de la même manière qu'on a différents profils. Moi, je travaille beaucoup sur cette partie analyse de la personnalité parce que c'est quand même un sujet que j'adore. Hein. J'adore ça, moi. Et je pense que finalement, ce qu'il faut admettre, c'est que tout le monde n'est pas fait pour collaborer efficacement ensemble. Il y a quand même un côté où il y a des compatibilités qui sont assez naturelles entre personnes. Il y en a qui sont plus difficiles à construire. Tu vois, je reprends juste ce que tu viens de dire juste avant avec le côté des managers qui sont promus parce que, en gros, c'est valorisant alors qu'ils n'ont pas forcément la fibre du management. Je sais pas si même là, on peut pas forcément. Moi, je pars du principe que tu peux pas généraliser parce que j'ai vu des personnes dans des industries qui sont devenues managers qui étaient, par exemple, sur des chaînes de production et progressivement, ils sont montés. En fait, eux, ils étaient sur le terrain, ils comprennent finalement ce qui est vécu par les personnes qui sont hyper opérationnelles. Ils ont une forme de management des fois qui peut être pour certains pas adéquate, mais finalement, dans le mode de fonctionnement de cette industrie-là, ça passait très bien parce qu'au contraire, eux, ils parlaient sur la base de ce qu'ils avaient vécu et ils pouvaient vraiment, tu vois, soutenir leurs équipes. Mais c'est un vrai sujet, ce truc-là, parce que c'est pour ça que je vais revenir sur les profils, mais ce qui est important, c'est de comprendre le contexte, c'est de comprendre le point de départ, c'est de comprendre qui fonctionne avec qui. Donc, il y a un côté où finalement, un manager, s'il veut bien jouer son rôle et être efficace, il a deux responsabilités. C'est un, de se connaître. Ça, c'est généralement le truc qu'on oublie de faire. C'est pas simple. Parce que ça demande du temps, ça demande de l'expérience, ça demande plein de choses et de connaître ses équipes. Et en fait, les deux, déjà, c'est compliqué. Et quand on dit connaître ses équipes, c'est que plus, évidemment, l'équipe est grande, plus c'est complexe. Mais ce qui va faire, je pense, la différence vraiment par rapport à d'autres équipes et d'autres formes de management, c'est toujours de se dire comment je fais coïncider qui je suis en tant que manager, qui je suis en tant que personne, parce qu'il y a ça en amont, hein. C'est un humain, un manager, quand même. Il faut pas l'oublier. Il faut le laisser tranquille avec ça. Il fait ce qu'il peut, des fois. Il ou elle, hein, évidemment. Quand je dis manager, c'est au sens large. Et pareil, en face, avec ses équipes, il doit pouvoir comprendre, analyser, communiquer. Et aujourd'hui, le problème, c'est que, vu les contraintes de temps, de stress, d'objectifs, de performance, de tous ces mots-là qui vont ensemble, généralement, l'humain et le temps de la communication, c'est celui qui passe à la trappe. Et c'est celui qui va faire la différence à chaque fois, on le sait. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Alors, pour revenir au profil de personnalité, en gros, moi, ce que j'observe et la façon dont je le modélise, en fait, c'est qu'il y a 3 types. En fait, on a 3 profils en nous. Il y a vraiment ce truc-là, hein, tu vois, contrairement, enfin, il y a le MBTI, il y a plein d'analyses que je trouve hyper intéressantes, la Processcom, tout ça, moi j'adore ça, hein, de toute façon. Mais en fait, il y a plus simple. C'est-à-dire qu'on a 3 façons, on a 3 profils et il y en a un qui, naturellement, pour certains, va faire qu'on va aller on va être entrepreneur, hein, c'est le profil qui est comme ça, on va être dans l'action. Généralement, on est dans l'impulsion, on fait et on réfléchit après, si je résume un peu comme ça. Donc, avec tout ce que ça apporte de moteur finalement dans l'action et tout ce que ça peut apporter de compliqué quand tu dois gérer une équipe. Là, on le sent que déjà, ça va être complexe. Si tu suis pas, ça risque d'être compliqué. Attends, ça, c'est le profil, OK. Entrepreneur. Entrepreneur? Ouais. OK. Ouais, qui est vraiment, lui, son fonctionnement, c'est d'abord l'action. C'est l'action qui va primer sur tout le reste. Le deuxième profil, c'est le profil, il n'y a pas d'ordre, hein, il n'y a pas de hiérarchie du tout, hein. C'est le profil penseur. Et là, c'est radical, on le sent tout de suite. C'est la personne qui doit réfléchir avant d'agir, qui doit poser, mesurer,
rendre logique les éléments, tu vois? C'est vraiment un truc de process. Donc c'est une personne, de toute façon, qui va prendre le temps de faire les choses. C'est un peu le style ingénierie, tu vois? C'est vraiment, analyse, très analytique. Donc du coup, là, le manager penseur, lui, il a besoin de poser les choses. On va comprendre qu'il a besoin de structure et de cadrer énormément. Il a besoin de détails. Et le troisième profil, c'est le profil collaborateur. C'est celui qui, par définition, lui, a besoin de relations. Il a besoin de créer du lien. Il a besoin de promouvoir les équipes. Ça rejoint un peu l'analyse de Deci et Ryan sur les besoins. Moi, c'est vraiment, ça va avec les 3 besoins qui sont compétences, autonomie, affiliation. Ça rejoint ça. Il y a toute une matrice que j'ai créée. Bref. Et en fait, on a les 3. Ce qu'il faut voir, en fait, il y a une première chose qui est hyper intéressante et qui est essentielle, je pense, c'est d'observer comment on agit hyper instinctivement. C'est-à-dire, est-ce que naturellement on nous dit de faire quelque chose ou on a quelque chose à faire, qu'est-ce qu'on va faire? On y va franco? On réfléchit derrière? Ça, c'est l'entrepreneur évidemment. Est-ce qu'on se dit: «Attends, je vais vérifier que j'ai bien tous les éléments pour y aller», je le dis comme ça, donc ça évidemment c'est le penseur. Et il y a le collaborateur qui, de toute façon, lui, va devoir voir pourquoi il fait les choses, pour qui il les fait. S'il le fait pas au nom du collectif, il y a un endroit de perte de sens qui va être très compliqué. Et tu vois, c'est des choses qu'on a tous. Tu vois, faut pas imaginer qu'on est soit entrepreneur, soit penseur, soit collaborateur. On a tous ça. Ce qui se passe, en faisant simple, hein, c'est qu'on a un mode de fonctionnement naturel au départ qui est quasi inné, qui peut avoir été contraint dans nos vies personnelles, professionnelles, qui fait que des fois on va compenser avec le profil d'à côté. Et c'est ça qui fait que des fois on surchauffe, qu'on peut faire pas des burn-out, c'est pas ça l'explication précise évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, un endroit où on se retrouve plus dans qui on est. Parce qu'on a appris, et notamment ça c'est le drame du collaborateur, à être conforme au groupe avant d'être soi-même. Donc si je résume, c'est là où finalement il y a toute une complexité parce que ces profils sont évidemment applicables au management, aux managers, mais aux collaborateurs, aux personnes qui travaillent, les salariés, les employés, etc. Donc t'imagines bien que déjà quand on est 3 dans un même profil de personnalité et qu'on doit mêler un management des équipes, tu vois bien que c'est potentiellement chaotique / bordélique, le truc, et très compliqué. Et ce qui se passe, c'est que si t'as pas vraiment, je pense, la partie collaborateur, la partie où tu veux valoriser tes équipes et tu vas quand même y aller, tu vois que naturellement, il y a un côté, soit tu vas être dans l'action et potentiellement tu vas laisser de côté plein de gens de ton équipe, soit tu vas être en train de réfléchir et de vouloir faire parfait et tu n'avanceras pas dans ta façon de gérer. Tu vois, c'est ça qui est hyper compliqué et qui en même temps, je trouve hyper intéressant, quoi. Ouais, en fait, il faut jongler avec les postures. Il faut jongler avec les postures selon le contexte. Et c'est ça qui est super difficile. En fait, ça rejoint beaucoup d'épisodes qu'on a fait avant sur le podcast où justement, quand tu dis qu'il y a la pensée de groupe, on a besoin de la sécurité psychologique. Parce que le manager, c'est pas le super-héros avec la cape qui va tout résoudre, hein. Ça, cette image-là, elle est atroce parce que ça met une pression de dingue et forcément, tu fais des erreurs. Et je peux dire Hem, un truc là-dessus? Je vas-y. pense que, ceux qui sont comme ça et dont j'ai pu faire partie, hein, parce qu'évidemment moi je me sens, responsable du bonheur et du malheur des gens. Donc c'est un petit peu un problème. J'ai travaillé ça, je l'ai soigné, mais j'ai quand même cette partie-là et ça fait partie du collaborateur, hein, de toute façon, hein. Il faut le mettre au bon endroit et dans les bonnes conditions. Mais surtout, si vous voyez que vous êtes comme ça, faites attention parce que moi, ce que j'ai vu aussi en formant, en accompagnant des managers, c'est que ceux-là, ils se retrouvent en arrêt maladie, ils vont très, très mal. Et c'est pour ça que c'est insupportable aujourd'hui de voir sur LinkedIn qu'on tape sur les managers, même s'il y en a qui ne font pas leur boulot correctement. C'est qu'on oublie tous ceux qui essayent de faire bien et qui se retrouvent complètement démunis, qui font paratonnerre aussi dans certaines situations super chaotiques, très dangereuses même pour les équipes. Et moi, je donne un exemple à chaque fois. C'est en formation, j'ai eu un manager qui disait moi, je mets 10 jours à m'en remettre physiquement, hein, dès qu'il y a un problème. Et en fait, ça, on le voit pas. Évidemment, il y a personne qui dit ça sur les posts LinkedIn. On dit pas, tiens, mon manager, il a mis 10 jours à s'en remettre parce qu'en fait, pour lui, c'est insupportable de voir que tout le monde va mal dans la boîte, quoi. Et je le vois encore aujourd'hui quand je fais des formations. Et moi qui suis très sensible et presque hypersensible, hein, dans le concept, je mets du temps à me remettre de certaines situations puisque j'entends tellement de choses qui sont inacceptables. Je me dis, mais comment on va faire pour s'en sortir, là? Il y a des entreprises qui sont allées très, très loin et les gens subissent, en fait. Et c'est pas le management dans l'absolu. C'est un manque tu vois, il y a un manque d'organisation, il y a un manque de communication, il y a un côté, on sait même plus pourquoi on fait les choses, il y a pas de vision, on sait plus gérer les gens, on n'arrive pas à les valoriser parce que je pense que le premier drame de tout ça, c'est on a tellement peur de mal faire les choses et de pas comprendre les personnes qu'on préfère couper la communication. Tu vois, il y a presque Ouais, un aveu de faiblesse, quoi. tout c'est bien ce que tu dis. Tout ce que tu dis, en fait, ça résonne sur la culture d'entreprise.
À partir du moment où tu laisses faire quelques dérapages, entre guillemets, ça la porte ouverte à tous. Et quand justement on parlait de sécurité psychologique, le groupe n'aura pas envie de dire soit la vérité, soit son ressenti en disant on peut pas accepter ça. Et du coup, ça crée des tensions, des non-dits. Et après, c'est la spirale. C'est la spirale. T'as le manager qui tombe dans la solitude et il a peur de montrer qu'il est vulnérable. Et du coup, il peut pas se reposer sur les autres leaders de l'équipe. Parce qu'en fait, un manager, son taf principal, c'est de créer d'autres leaders, en fait. C'est de créer d'autres leaders. Et c'est OK d'avoir des leaders qui soient meilleurs que lui. Parce que c'est ça la force d'une équipe. Ah bah, c'est mieux, en plus, tu te facilites la tâche quand tu as plein de numéros 10 qui fonctionnent ensemble. Mais c'est quand même, c'est là où je pense que ceux qui savent et ceux qui sont en confiance avec eux-mêmes, c'est peut-être un point que je vais rajouter. Mais quand tu es en confiance avec toi-même et que tu sais quelles sont tes forces, tu acceptes beaucoup plus facilement les autres aussi. C'est pour ça que je travaille ces sujets-là aujourd'hui, évidemment. Moi, je l'ai observé chez plein de gens. Moins tu es en confiance avec toi-même, moins tu es fier de ce que tu as fait, plus tu as l'impression qu'il faut que tu te conformes aux autres, plus tu vis la vie comme un jeu à somme nulle. C'est tout. C'est la sélection naturelle. C'est un truc qui est ressenti à l'intérieur. Tu sens que si l'autre est meilleur, tu vas disparaître. C'est horrible. Et c'est humain, mais c'est horrible en même temps. Et il faut des exemples, en fait. Il faut montrer. Je pense que ça va être un gros truc à faire sur 2024 notamment, de poser ça, de montrer qu'on peut faire du vrai win-win. Mais par contre, ça demande de la responsabilité, du courage. Et il faut montrer que, ce que je disais hier avec Svetlana, on n'est pas obligé de devenir entrepreneur parce qu'on trouve plus sa place en entreprise. L'entrepreneuriat n'est pas la solution à tout. C'est faux. C'est faux. Et il faut changer le monde de l'entreprise. Il faut remettre un endroit où chacun a sa place, le management, la direction qui doit comprendre ce qu'elle doit faire et les collaborateurs salariés qui, eux aussi, doivent être valorisés. Mais ça doit fonctionner ensemble. C'est pas possible autrement. Ouais. Comment justement... Ok, un manager, il fait des erreurs. Mm. Comment tu fais justement pour l'accompagner, pour pas rectifier le tir, mais pour qu'il puisse avancer et regagner la confiance de son équipe, en fait? Ah bah écoute, pour moi, la première chose, c'est déjà de dire que quand tu t'es trompé. Il y a un truc où tu dois être honnête. Je pars du principe que si t'es... Alors, franc, c'est pas le bon mot parce que tu peux pas tout dire. Des fois, ce qu'il faut se dire, c'est que ça, pareil, on demande aux personnes d'être complètement transparents. Il y a des personnes qui peuvent assumer l'information, il y en a qui ne peuvent pas. Donc, des fois, donner trop d'informations, c'est donner du stress aux gens. Et en fait, je reprends encore ces histoires de profil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'est pas dans le même besoin, donc n'est pas dans la même demande. Et c'est là la complexité du truc. Évidemment, ça fait des nœuds à la tête pour le manager. C'est il faut trouver un socle commun dans la communication, mais adapter ça en fonction des gens. Et donc, quand il y a un échec, en tout cas quand il y a un endroit où c'est pas aussi efficace que prévu, déjà repositionner par rapport à l'objectif, c'est peut-être pas un échec. C'est peut-être quelque chose qui dysfonctionne sur le moment. Moi, je détends tout le monde sur la gestion de projet, par exemple. Je veux dire, déjà partir du principe que votre projet, il va déraper, il va y avoir des problèmes, et que votre rôle principal, ça va être de rattraper les trucs qui sont en train de déborder. Si déjà on se laisse tranquille avec ça, qu'on n'est pas dans un idéal de perfection, et qu'on s'autorise un truc qui est la progression, l'amélioration, parce qu'on sait qu'il y a des moments où ça sera moins bien, déjà, le manager qui s'autorise à parler comme ça, il autorise les équipes aussi à se tromper des fois et à pas se flageller, pas être en difficulté, pas se culpabiliser. On est ensemble dans cette responsabilité. Tu vois, cette performance, elle est individuelle et collective. Mais je pense sincèrement que malgré tout, ce qui va faire la différence, c'est comment on s'accompagne et comment on est à l'écoute. Je pense aux parents avec les enfants, c'est la même chose. Et c'est pas une question de, tu vois, d'autorité ou quoi que ce soit, dire les salariés sont des enfants. Non. Mais c'est, tu veux valoriser, mais d'abord tu respectes le point de départ et l'évolution de chaque personne. Et tu t'autorises aussi potentiellement à t'être trompé. Enfin pour moi, encore une fois, si tu ne sais pas dire que tu t'es trompé, et donc si tu sais pas le dire, ça veut dire que tu ne sais pas progresser. Tu sais pas apprendre de la situation. Et ce qui va compter, c'est voilà, on a fait ça, on doit faire ça. Là, on a fait une erreur. Ok, on va changer et on la refera pas. Et puis c'est tout. Tu vois. Bon, je sais que c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même la démarche. La démarche, c'est de vouloir s'améliorer et d'être lucide et honnête sur ce qu'on fait, quoi. Ouais, j'ai une anecdote sur ça, hein. Il y a une de mes missions, j'ai accompagné l'équipe, j'étais leader de l'équipe, je l'ai coaché. Mais à un moment donné, tu vois, ils ont commencé à être autonomes. Donc j'ai commencé à un peu plus faire un pas en arrière parce que l'équipe a créé ses propres règles. Et du coup, elle les a testées et les a améliorées au fil du temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai passé plus de temps avec le manager. C'est quand le manager, il a vu que l'équipe commençait à être autonome,
Je dis pas qu'il avait plus rien à faire, mais il y avait d'autres choses, tu vois? C'est pas qu'il se sentait plus utile, mais il y avait un truc à travailler sur ça. Et forcément, qui dit équipe autonome, dit aussi qu'il peut y avoir des difficultés, hein, c'est pas la recette à tout, hein. Et ce qu'il me disait, c'est que, bah, de temps en temps, il voyait que ça allait pas, mais les gens lui disaient pas, en fait. Les gens lui disaient pas. Donc j'ai travaillé, bah, sa posture sur ça, hein, et il a mis du temps à se rendre compte, en fait, c'est que, bah, il passait pas assez de temps avec les personnes, en fait. On a regardé son agenda, en fait. Son agenda, il était à toutes les réunions, CODIR, COPIL, réunions, «Oui, il y a un problème», mais ils sont où tes créneaux pour passer du temps avec les équipes? Si tu passes pas du temps déjà avec les gens, déjà c'est problématique, et en plus, si tu passes pas du temps avec les gens et leur dire comme tu as dit, bah, «J'ai envie de m'améliorer, sur ça, j'ai merdé et tout», ou «J'ai besoin de ton aide». Il y a aussi ça, tu vois? Être vulnérable et demander de l'aide, tu vois? OK, je suis le manager, mais on co-construit ensemble, hein, les objectifs et la vision, et j'ai besoin de toi sur ça. Si tu penses pas du temps justement pour te libérer, pour dire tout ça, bah, non. Les gens vont jamais te dire la vérité, ils vont te dire en plus comme ils l'apprécient, ils vont te dire: «Non, mais c'est un peu chaud, mais tout va bien». Mmh. Et ouais, et oui, Et c'est dur. ouais. Bah, c'est de créer le cadre de confiance où on se dit: «On va pas être jugé». En fait, c'est ça qu'il va falloir créer comme, élément de confiance, on va pas être jugé dans ce qu'on va nous dire, et ça, c'est je pense que tout le monde sait pas le faire. Ça par contre, c'est un vrai truc. Je suis même ça s'apprend, mais je suis pas sûre que ça soit hyper inné, donc du coup, il y en a qui vont mettre vraiment beaucoup de temps à le comprendre. C'est une façon de poser les sujets et de communiquer avec les personnes, et je pense que c'est une posture au départ, mais pas une posture intellectuelle. C'est un vrai truc où, tu dois te dire que tu dois créer cet endroit où les gens peuvent te parler sincèrement, quel que soit, le sujet, et ça change pas mal de choses aussi. Ça résout pas tout, hein, évidemment, hein, mais je pense à un truc quand tu dis ça aussi, on parle du management, mais on oublie les managers des managers, hein, attention. Parce qu'eux, ils ont une grande part de responsabilité dans ce qui se passe. Donc les managers de managers, donc on va dire que c'est à peu près, les dirigeants. Ce qui se passe, c'est que, plus on est haut, moins on a envie de gérer la complexité, humaine et émotionnelle, parce qu'on sait plus le faire. Parce que plus l'entreprise grossit, plus on est détaché, et plus on est censé être dans le stratégique évidemment, moins dans l'opérationnel, moins dans l'humain, faut pas se le cacher non plus, et il y a un endroit où on ne comprend plus ce qui se passe, et ça, c'est le truc qu'on voit tout le temps, on l'observe, et c'est presque un fonctionnement, logique de la grande entreprise, en fait, hein. Et donc, ce qui se passe aussi malheureusement dans les entreprises qui ont pas la culture d'entreprise, adéquate, et qui ne savent plus ce qui est vraiment important, c'est que les managers sont embauchés pour remplir les trous. Ils sont là pour faire, les sparadraps, et ils sont là pour, représenter une compétence que, la direction n'a plus ou n'a plus envie d'avoir, qui est, de gérer l'humain, et c'est vrai qu'il y a un côté, ce qu'on observe aussi, et là, c'est le drame du profil entrepreneur dans toute sa splendeur quand il va un peu trop loin, c'est que lui, le vomi émotionnel, c'est-à-dire le fait de communiquer avec les gens, il voit ça comme du vomi émotionnel de la part des salariés, et c'est insupportable pour lui. Ça lui fait perdre du temps. Ça lui met de la contrainte. Il comprend plus rien. Donc, en plus, il est dans l'impuissance, et c'est quelqu'un qui est dans le challenge. Donc en fait, tout ça, c'est des obstacles pour lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va les éviter, parce que ça aussi, c'est bien faire. Et c'est là où il faut dédramatiser le truc, entre guillemets, c'est dire, voilà, si on comprend le fonctionnement des personnes en fonction des situations, on comprend aussi ce qui se passe, et on comprend, toute la complexité des rôles de chacun, et il y a un truc qu'il faut voir, c'est que je dis pas que les dirigeants sont forcément comme ça, évidemment, heureusement, c'est pas le cas. Mais par contre, eux, quand ils sont en stress, ils vont avoir besoin d'ordre et de rigueur, et ça va être l'armée. Ça va pas être un endroit où on va discuter, ça va être l'armée. Il va falloir obéir, parce que eux aussi sont dans le stress et sont dans un endroit d'incertitude. Et cette gestion de l'incertitude, elle est complexe pour tout le monde. Tout le monde ne la résout pas, tout le monde ne l'aborde pas de la même manière. Et donc, il y a un côté, l'information est un moyen de lever l'incertitude, mais ça, on oublie. Et en fait, c'est une façon, tu vois, de communiquer, de transférer l'information qui devrait pouvoir aider. En fait, les dirigeants, ce qu'on ne voit pas, et ça je l'ai vu parce que je les ai accompagnés, en fait, les CEO, c'est qu'ils sont dans l'impuissance, et cet aveu de faiblesse, il est insupportable pour eux. Et donc il y a un côté, ce qu'on observe, c'est qu'ils préfèrent ne plus communiquer, quitte à passer pour des personnes, voilà, on a compris, hein, qui sont, inadaptées pour la communication, et qui sont, à qui on va reprocher beaucoup de choses. Mais ils ont fait un arbitrage parce que, le reste est trop complexe, et que tu es à un niveau où la communication devient tellement difficile à mener avec des personnes qui, ont potentiellement évidemment, des desiderata ou des problèmes et autres à traiter. C'est pour ça qu'on met du management aussi entre les 2, mais ça ne doit pas être par défaut,
Et si on arrive à voir tous les endroits où chacun doit se responsabiliser en disant, voilà, le dirigeant, de toute façon, on sait, il va être dans un endroit où il faut être stratégique, il faut aller vite, il faut prendre des décisions. Ces décisions, s'ils sont trop émotionnelles, ça va poser problème. Elles sont très intuitives, on a du mal à les justifier, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire redescendre l'information. Du coup, le management n'est pas complètement au courant de ce qui se passe, que le dirigeant n'arrive même pas à formuler pourquoi il a fait ça comme ça. Tu vois, c'est un truc qui est complexe, quoi. Et plus tu vas être dans le rush, plus tu vas être dans une exigence de rapidité, une timeline qui est resserrée, plus tu sais que tu vas mettre du risque à tous les endroits de la communication. Donc le dirigeant, lui, il va se mettre à tous les endroits où lui, il se sent plus en confiance parce que tout le reste est compliqué, dont la relation avec les autres. C'est vraiment ça qui se passe. T'as le management qui va être entre les deux, qui va essayer de comprendre et de faire de la télépathie avec la direction pour essayer de comprendre ce qui doit être fait, et qui en même temps, donc télépathie avec la direction, et en dessous un endroit où par contre tu vas absorber tout le stress, l'inquiétude, l'incertitude, et un truc où presque les opérationnels se disent mais pourquoi on fait ça, c'est pas logique. Et sauf que le manager, il est pas capable de dire que c'est logique puisqu'il a même pas l'information qui est redescendue en amont. Donc il y a un truc très très compliqué. Donc on se retrouve à devoir boucher les trous, tu vois, il y a des fuites. Le manager, tu l'imagines en train de boucher les trous du tuyau de partout là. Et c'est ça en fait la dérive, mais tout ça demande de toute façon de raisonner vraiment, là je te dirais en mode projet pour moi, c'est vraiment tu vois, de dire on a un objectif, on se met pas à des choses qui arrivent dans tous les sens, on essaye vraiment d'organiser ça et on pose les ressources en face et on sait communiquer. Et je vois encore aujourd'hui, les projets sont à l'image de l'entreprise. Projet qui commence, on veut faire plein de choses, on a plein d'idées, on ne sait pas qui veut quoi, on ne sait même pas ce que veulent les utilisateurs finaux ou les clients, mais c'est pas grave, on y va. Ah bah là, tu sais ce qui va se passer. Et alors, le pire, c'est s'il y a du budget, tu vas y passer du temps à utiliser du budget et puis finalement te rendre compte, ah, mais c'est peut-être pas exactement ça qu'il fallait faire. Mais on l'a dans le business aujourd'hui, les freelances, les solopreneurs ou autres qui se lancent, qui ont la conviction que leur produit est formidable. S'ils partent pas d'un endroit où ils partent du besoin, ils vont à un moment lutter, clairement. Ok, Delphine. Un mot de la fin pour clôturer ce sujet. Parce qu'il y a des choses qu'on a oublié de parler où tu veux mettre l'accent. Le mot de la fin, c'est que Clôture. déjà, tolérer, accepter le fait que déjà vous n'êtes pas parfait et que le manager, il peut pas l'être si vous l'êtes pas, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, manager, accepter que vous n'êtes pas parfait, que vos collaborateurs ne le seront pas et que votre direction ne la sera pas. Et donc, déjà, si on part d'un endroit où on essaie d'être lucide sur qui on est, ce qu'on veut faire et comment on veut le faire, on autorise ça aussi chez l'autre. Et du coup, il y a quand même un endroit où la collaboration, elle est simplifiée. En tout cas, elle est rendue possible. Je dis pas qu'elle est complètement résolue et créée, mais en tout cas, il y a un endroit où c'est possible. Il y a que comme ça que ça marchera. D'accord, Delphine. Je sais que t'en as encore plein sur la patte. Ouais. On fera un autre tu sais comment épisode. je suis. mais merci pour ton partage. On va attaquer la deuxième partie du podcast. Je vais aller poser des questions un peu plus sur ton style de vie et sur ton état d'esprit. Ouais. Généralement, je crois que j'aimais les gens. Donc, Delphine, on va y aller. Si une journée faisait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Ah, ça, déjà, ça me rendrait service. Je serais contente, moi. Alors, j'ai 3 points. 1, je dormirais peut-être un peu plus. Je dors déjà, mais c'est quand même une activité que j'aime beaucoup. Dormir, c'est précieux. Deuxième chose, j'apprendrais encore plus de choses parce que j'adore ça. Finalement, c'est le lien dans tout mon parcours. Je me régale et j'apprends plein surtout des personnes qui m'entourent et que j'accompagne. Et du coup, ça fait le lien avec le 3e point qui est interviewer des personnes et faire des lives et être au contact des nombreuses personnes qui ont tellement de choses incroyables à partager que c'est une somme d'informations et d'enrichissement qui est extraordinaire, quoi. D'accord, bah là, tu me tends la perche. Donc, c'est quoi ta plus grosse addiction? Ah, alors je vais quand même répondre, le fait d'apprendre, j'arrive pas à arrêter. Donc je suis une consommatrice de formation, une grande consommatrice de formation, sachant que j'applique pas forcément tout, mais ça me donne, en fait, c'est ma façon de brainstormer. Parce que comme ça, j'ai des infos, elles s'entrechoquent dans ma tête. C'est un peu comme ça que je fonctionne, pour ceux qui me connaissent. C'est pour ça que des fois, mes propos peuvent être chaotiques. C'est parce que c'est pareil dans la tête, mais en pire. Et c'est une façon d'aller confronter les informations du réel. Et en général, ma façon de fonctionner, c'est ça. Je vais récupérer des infos, donc dans des formations ou en discussion avec des personnes, justement des experts ou même pas, des personnes qui sont passionnées par leur sujet. Et dans ma tête, je vais faire un arbitrage finalement entre ce qui a l'air d'être ou cohérent ou vrai, même si j'aime pas cette notion-là, et le reste qui a l'air finalement plus marginal. Mais ça reste dans ma tête, dans un coin, et après je reprends l'info et je la reconfronte à autre chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, je vais revenir sur ma perche, dans le sens où tu disais t'adorais faire des lives et interviewer les gens. Moi, je le sais parce que sur LinkedIn,
chaque semaine, tu fais une interview de personnes avec différents profils Mmh. et il y a un engagement de fou. Il y a un Mmh. engagement de fou, donc OK, Ah partons sur ça, hein. ouais, bon, j'aimerais en Pourquoi faire tu plus. t'es lancé là-dedans? On sent bien que tu aimes apprendre, enfin, tu as ton taf et tout, mais tu te dégages toujours un créneau pour faire cette Ah passion oui. d'interviewer les gens en live. J'aimerais en faire plus. C'est quand même un peu d'organisation, mais c'est surtout que, par contre, c'est alors j'allais dire fatigant, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, ça demande beaucoup d'énergie, hein, donc il faut être, en forme. Mais par contre, qu'est-ce que c'est, je me régale et en fait, j'arrive pas à les tenir parce que normalement, c'est qu'1 heure et je sais que je les passe à chaque fois parce que je trouve que les gens sont fascinants, en fait. Je trouve que les expériences de vie sont fascinantes et que, il y a un truc aussi qui se passe dessous, c'est que dès que tu accordes et ça rejoint le management aussi, hein, dès que tu accordes de la valeur et que tu accordes de l'écoute et de l'intérêt à une personne, tu crées des conditions favorables pour qu'elle s'épanouisse. Et c'est comme quand on est petit, qu'on est à l'école, on réussit bien dans les matières où les profs sont vraiment, ils nous valorisent. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, on réussit pas, sauf ceux qui sont complètement, qui sont pas sensibles à l'environnement. Les autres souffrent de ça. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà pas dans ma façon de fonctionner. Moi, j'essaie de créer un environnement, même ici dans ma maison, avec mes animaux, ma famille et tout, où tout le monde se sent bien. Et tu vois, c'est une bulle. T'as l'impression que t'es dans une bulle. Et en fait, je crois que je veux faire ça aussi dans mes lives et prochainement dans des podcasts, vidéos et tout. J'ai envie de bulles où on va sourire, on va se détendre, on va dire la vérité aussi de manière assez, des fois, directe, parce que c'est quand même ça que je fais aussi. Et on montre que il y a pas besoin d'essayer d'être autrement que ce qu'on est. Ça, c'est le vrai message dessous. Soyez vous-même, mais ce message, il est galvaudé, quoi. C'est montrez comment vous êtes, on s'en fiche. En plus, on le sait déjà. Donc, assumez-le et on ira plus vite et on sera bien ensemble, justement. Parce qu'on sera, on partira d'un point où on est vraiment soi-même et on l'assume. C'est vraiment super important. Ouais, bah, justement, pour accrocher les wagons avec ton introduction, est-ce que justement tu fais des interviews justement pour montrer le mono personnel de tes invités, hein? Est-ce que tu peux nous donner une définition simple du monopole personnel? Alors, la définition, je vais prendre celle du chef parce que c'est pas moi qui l'ai développé, le concept, hein, quand même. Je vais pas C'est dire que qui c'est le moi. chef? C'est David Perel. C'est David Perel qui a développé le concept et qui, lui, part de la création de contenu en ligne. C'est son chemin, finalement. C'est ce qu'il a fait. C'est un passionné. C'est quelqu'un qui adore, c'est un érudit. Il adore les arts, il adore réfléchir, il adore apprendre des gens. D'ailleurs, je vous invite à regarder aussi son podcast vidéo. Il est incroyable, il est incroyable. Bref. Et donc, il a développé ça. Et ce qu'il a observé finalement dans sa façon d'accompagner les personnes, dans l'écriture notamment, c'est que il y a un endroit où plus on va vers ces endroits de passion, de conviction forte, un truc, moi, ce que j'appelle les lubies, quoi. Donc, quelque chose qui pourrait potentiellement, aux yeux du monde, nous faire paraître pour des fous. Ça, c'est un endroit à exploiter. Ouais. Je revendique un peu la folie parce que j'en ai une. Alors, du coup, j'ai besoin de lui donner du sens, évidemment. Donc, c'est un endroit où on va pousser ça. Évidemment qu'on va partir de nos expériences et de nos compétences. Ça va consolider ça. Et la personnalité. Et ce que j'adore dans ce concept, en fait, c'est là où ça fait écho à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je me suis dit, mais c'est ça, tu sais, j'ai vu la lumière, je me suis dit, c'est ça, il a raison, David. C'est que finalement, ça nous autorise via l'écriture en ligne, parce que c'est quand même ça qui se passe, hein, c'est la création de contenu. C'est un truc où on va s'exposer. Plus on va s'exposer, mais dans le bon sens du terme, évidemment. Donc, c'est-à-dire partager ce qu'on pense, pourquoi on le pense, qui on est. On écoute aussi ce qui est donné en termes d'informations en face, c'est-à-dire qu'on se parle à soi-même et on parle aux autres, évidemment, en même temps. Plus on va vers ça, déjà, plus on apprend à se découvrir. Pour moi, le vrai développement personnel, il va se situer là. Je suis pas très fan de l'ikigai et tous les autres trucs, hein. Je vais pas lancer cette truc-là, mais voilà, je pense que l'introspection, je l'ai déjà dit, c'est pas mon truc. Je pense que plus on interagit avec les gens, ça rejoint les lives, ça rejoint tout le reste, plus on apprend, plus on progresse. Et je pense que plus on s'améliore en tant qu'humain. Je suis sûre de moi. C'est-à-dire, si on veut vraiment aller dans l'interaction et donner de la valeur aux autres et comprendre, et ça veut pas dire leur donner raison, hein, ça veut dire échanger, confronter ça. On est en train d'améliorer l'humanité parce qu'on est obligé de s'ouvrir. L'esprit est obligé d'être ouvert dans ces cas-là. C'est pas possible autrement. Et voilà, le monopole personnel est vraiment l'endroit où c'est pas la zone de génie, parce que c'est pas mon terme préféré non plus, celui-là. C'est ce que on l'a compris, je chipote, j'adore ça. C'est pas une zone de génie, il y a pas de zone de génie dans le sens il y a pas un truc qui est là et qu'il faut aller trouver et qui ah là, ça y est, c'est fini. Non, c'est un truc qu'on construit et c'est un truc qui évolue. Et ce qui est important dans le monopole personnel, c'est à quel point vous avez raison d'être vous. C'est ça, moi, qui est fondamental. Et ce qu'il faut voir aussi, évidemment, le fait de lier ça aux intérêts, aux passions, aux valeurs et aux compétences, c'est que
Et je suis la reine du chaotique professionnel, hein, on le sait. Le chaos professionnel, ça a été toute ma vie et ça continuera. Il y a une logique dans tout ce qu'on fait. Et le but du jeu, c'est de trouver le lien logique entre tout ce qu'on a fait et ce qui nous porte, et ce qui nous a porté avant, ce qui a créé du sens, qui en portera demain. Et le monopole personnel, pour moi, c'est ça. C'est le lien logique dans tout ce qu'on fait, entre ce qu'on fait, qui on est, les gens à qui on parle, ce qui nous intéresse, comment on interagit, notre business, évidemment, parce que c'est une extension de nous. Tu vois, tout ça, ça va ensemble. Mais ça se construit. Ça se trouve pas, ça se construit et ça s'affine au fur et à mesure. D'accord, Delphine. Bah écoute, on arrive à la fin du podcast. Si on veut discuter avec toi, travailler avec toi ou d'être accompagné dans le mode personnel, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Là, principalement sur LinkedIn, c'est le plus simple, puisque je poste. Normalement, je poste tous les jours, mais comme j'ai dit, comme je suis chaotique, j'ai pas de ligne éditoriale précise, donc je poste quand j'en ai envie. Donc LinkedIn, on peut me contacter via ma bio ou en MP sans problème. Et bientôt, il y aura d'autres formats, mais on va dire que pour l'instant, c'est LinkedIn. Et bientôt, la newsletter qui existe, mais qui est pas encore alimentée, donc je vais le faire, je suis en retard. Peut-être qu'à la sortie du podcast, les newsletters sont sortis et je mettrai le lien en description. Ouais. Écoute Delphine, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Un dernier mot de la fin, moi je te remercie. Parce que les gens savent pas, mais j'ai appris à te connaître cette année via LinkedIn et via une formation. Et tu m'as beaucoup apporté. Hein. Et tu m'as aussi accompagné sur mon monopole personnel. Et du coup, ça m'a vachement libéré dans mes écrits sur LinkedIn. Parce qu'avant, j'avais peur d'écrire. Oh là là, un salarié qui parle de voyage, de son travail et de ses idées sur le management. Oh là là, c'était dur. Et merci de m'avoir accompagné et tu m'as beaucoup apporté. Et je sens qu'on a plein de projets à venir. Et ça, c'est cool. Donc, merci à toi et garde ton énergie et ta pêche. Et à bientôt. À bientôt. Merci à toi. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt!